Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans votre édition d'Inside News Review, l'émission qui refuse de détourner le regard. Le 26 juin 2026, la République démocratique du Congo a déposé une plainte contre le Rwanda devant la Cour internationale de justice, à La Haye. Génocide, torture, discrimination raciale, 3 conventions internationales invoquées pour des crimes qui courent, selon la requête congolaise, de 1986 à aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois, c'est la 3e. En 2001, Kinshasa avait retiré sa plainte. En 2006, la Cour l'avait déclarée irrecevable pour défaut de compétences. 3 tentatives en 25 ans pour obtenir ce qu'aucune nation ne devrait avoir à mendier, que le monde regarde ses morts. Voici la vérité que cette édition va poser, fait après fait. La guerre qui saigne notre Est n'est pas seulement une guerre entre le Congo et le Rwanda. C'est aussi une guerre entre le Congo et l'indifférence organisée du monde entier. 6 millions de morts depuis 1996. Non, c'est peut-être 7, 8, 9, 10, le chiffre réel reste inconnu. Un véritable génocide. Le conflit le plus meurtrier de la planète depuis la Seconde Guerre mondiale. Et pour seule réponse, des rapports qui s'empilent, des résolutions qui se votent, des mémorandums qui se signent, pendant que nos mères paient de leur sang. Ce soir, nous n'allons pas seulement nommer l'agresseur. Nous allons nommer tous ceux qui, en le sachant, ont choisi de continuer à acheter, à financer, à documenter sans agir. Parce que la nation a le droit de savoir qui exactement se tient de l'autre côté de son cri. Commençons par ce qui vient de se passer, parce que tout est là. Le 26 juin 2026, la RDC saisit la plus haute juridiction des Nations Unies. La requête est précise. Elle accuse le Rwanda d'avoir mené, directement ou par des groupes qu'il dirige, une campagne de massacres, d'exécutions extrajudiciaires, de torture, de violences sexuelles, de déplacements forcés et de discrimination sur une période de 30 ans. Le ministre congolais de la Justice invoque 4 conventions. La prévention du génocide, l'élimination de la discrimination raciale, la torture et les droits des femmes. Il faut mesurer ce que représente ce geste. Une nation ne frappe pas 3 fois à la porte d'un tribunal international par confort. Elle le fait parce que toutes les autres portes sont fermées. Elle le fait parce que la voie diplomatique a échoué, parce que la voie militaire ne peut pas reprendre Goma ni Bukavu, parce que la voie des sanctions n'a pas fait reculer un seul soldat. La justice mondiale est le dernier recours d'une nation qui a épuisé tous les autres. Et c'est ici que commence la première complicité, la plus ancienne, celle qui rend toutes les autres possibles. L'impunité fondatrice. Remontons un instant, parce que ce passé-là éclaire directement le présent. En 2010, les Nations Unies publient le rapport Mapping, 550 pages, 617 violations graves des droits humains et du droit international humanitaire documentées sur le territoire congolais entre 1993 et 2003. Des massacres, des violences sexuelles de masse, des recrutements forcés d'enfants, un travail d'enquête colossal mené par les Nations Unies elles-mêmes. Et au moment de la publication, un choix. Les noms des responsables, individus et groupes sont caviardés, retirés, effacés avant diffusion. La raison officielle, ne pas compromettre les processus de paix, ne pas déstabiliser la région. Traduisons ce que cela signifie concrètement. L'ONU a établi qui a tué. L'ONU a rédigé les noms. Puis l'ONU a décidé que la nation congolaise n'avait pas le droit de les connaître. On a documenté le crime et on a protégé le criminel dans le même document. Voilà le précédent. Voilà la matrice. Depuis 2010, chaque acteur de cette guerre a compris une chose. Au Congo, on peut tuer, être identifié dans un rapport onusien et ne jamais voir son nom sortir. Le rapport Mapping n'a pas été un acte de justice. Il a été le premier permis d'impunité, tamponné par des Nations Unies. Alors, quand la RDC dépose plainte en juin 2026, elle ne demande pas seulement des comptes au Rwanda. Elle demande au monde d'annuler 16 ans de silence organisé. Elle demande que les noms sortent enfin. Et la question que la nation doit se poser ce soir est simple. Après avoir caviardé les noms en 2010,
le même système international va-t-il cette fois laisser la Cour aller au bout? Ou bien la troisième plainte finira-t-il comme les deux premières, dans un tiroir, au nom de la stabilité régionale? Parce que pendant qu'on débat de recevabilité et de compétences à La Haye, sur le terrain, l'agresseur, lui, n'attend pas le verdict. Entrons dans les faits établis, ce qu'aucune chancellerie ne peut plus contester, parce qu'ils viennent des Nations Unies elles-mêmes. Le rapport du groupe d'experts de l'ONU, référencé S 2026-466, est sans ambiguïté. La présence militaire rwandaise en RDC est estimée entre 14 000 et 18 000 soldats, autour de 8 000 à 10 000 au sud Kivu, 6 000 à 8 000 au nord Kivu. Ce ne sont pas des infiltrations. C'est une armée d'occupation. Le rapport décrit des forces équipées de drones, de systèmes de guerre électronique, de forces spéciales, de matériel avancé. Pour l'offensive sur Uvira, le Rwanda a déployé plus de 8 000 hommes avec des lance-roquettes de type BM-21, des mortiers guidés par GPS, des drones kamikazes et des systèmes de brouillage. Réfléchissons à ce que cela veut dire. Le brouillage GPS, la guerre électronique, la défense anti-aérienne, ce ne sont pas les armes d'une rébellion locale de villageois en colère. Ce sont les capacités d'une armée d'État moderne. Le rapport onusien établit une chose que le M23 a passé des années à nier. Le M23 n'est pas autonome. Le rapport dit que le Rwanda continue de dicter quel territoire le M23 doit prendre, tenir ou évacuer. Subordination hiérarchique, contrôle centralisé. En clair, quand le M23 avance, c'est Kigali qui décide. Et les faits d'occupation sont là, datés. Goma capturé en janvier 2025. Bukavu en février 2025. Les deux capitales provinciales du Nord et du Sud Kivu tombées. Puis Uvira, prise le 10 décembre 2025. Retenez cette date parce qu'elle est le cœur du scandale. Le 4 décembre 2025, 6 jours plus tôt, le président Tshisekedi et le président Kagame signaient à Washington, sous l'égide de Donald Trump, un accord de paix historique. 6 jours. Il aura fallu 6 jours à l'agresseur pour violer sa signature et prendre une ville de plus. Le président Tshisekedi l'a dit lui-même devant les députés. Le lendemain de la signature, l'armée rwandaise attaquait déjà. Alors le monde a fini par bouger, un peu. Le 2 mars 2026, le Trésor américain sanctionne la force de défense rwandaise et 4 de ses officiers supérieurs. Le communiqué du Trésor est clair. Sans le soutien actif et la complicité de la RDF, les offensives du M23 n'auraient pas été possibles. 1 an plus tôt, en février 2025, les États-Unis avaient déjà sanctionné James Kabarebe, l'homme que Washington désigne comme l'orchestrateur du soutien rwandais au M23. Mais posons la vraie question. Nommer, est-ce arrêter? Sanctionner 4 généraux, est-ce libérer Goma? La réponse tient dans la géographie. Au moment où nous parlons, Goma est toujours occupé. Bukavu est toujours occupé. Les sanctions gèlent des avoirs américains que ces généraux ne possèdent probablement pas. Elles interdisent des transactions qu'ils ne font pas en dollars. L'occupation, elle, continue. On a mis un nom sur l'agresseur et l'agresseur a haussé les épaules. Écoutez comment Kagame lui-même a répondu à la menace des sanctions. Interrogé par Jeune Afrique, confronté au choix entre ce qu'il appelle une menace existentielle et le risque de sanctions, il déclare, je cite, qu'il pointerait ses armes sur la menace existentielle comme si l'autre n'existait pas. Traduisons cette phrase, parce qu'elle est un aveu. Le président rwandais dit publiquement que les sanctions du monde ne pèsent rien face à sa détermination. Il annonce à l'avance qu'il les ignorera, et jusqu'ici, les faits lui donnent raison. C'est cela, la deuxième complicité, celle d'un système international qui sanctionne juste assez pour se donner bonne conscience, jamais assez pour changer quoi que ce soit sur le terrain. La question qui suit est encore plus dérangeante. Si les sanctions ne dissuadent pas Kigali, c'est peut-être parce que Kigali sait qu'un client bien plus puissant continue, lui, d'acheter. Et ce client-là porte un drapeau bleu à 12 étoiles. Voici le fait que l'Europe ne veut pas entendre nommer et que nous allons nommer.
le 19 février 2024, l'Union européenne et le Rwanda signent un mémorandum d'entente sur les chaînes de valeur des matières premières critiques. Tantale, étain, tungstène, or, niobium, lithium, terres rares. Les minerais dont l'Europe a besoin pour ses voitures électriques, ses téléphones, ses puces, sa fameuse transition verte. En échange, dans le cadre du programme Global Gateway, le Rwanda se voit allouer plus de 900 millions d'euros. Rappelons ce qu'est le Rwanda dans cette chaîne. Le rapport onusien S 2026-466 établit que les exportations rwandaises de cassitérite ont augmenté de 58% en 2025, passant de 4 859 tonnes à 7 700 tonnes, sans aucune preuve d'une hausse correspondante de la production intérieure rwandaise. Traduisons cette arithmétique. Le Rwanda exporte davantage qu'il ne produit. La différence vient d'ailleurs. Elle vient des mines qu'il occupe au Congo. Autour de Rubaya, plus grande réserve de coltan de la région des Grands Lacs. Le rapport décrit une production dépassant 120 tonnes par mois, taxée par le M23 à $4 le kilo pour le coltan, $2 pour la cassitérite, puis acheminée vers le Rwanda par des réseaux de transport contrôlés. Le mécanisme est nommé. Le minerai congolais est mélangé à la production rwandaise, puis exporté comme rwandais. Les experts de l'ONU parlent de la plus grave contamination des chaînes d'approvisionnement en minerais 3T enregistrées dans les Grands Lacs depuis une décennie. Donc, l'Union européenne signe un accord pour acheter des minerais à un pays dont les Nations unies établissent qu'il exporte du minerai volé au Congo. Et le pire n'est pas là. Le pire, c'est ce qui s'est passé quand on a demandé à l'Europe de choisir. Le 13 février 2025, le Parlement européen vote une résolution. Elle condamne l'occupation de Goma. Elle réclame la suspension immédiate du mémorandum avec le Rwanda. Le vote est écrasant. 443 voix pour, 4 contre, 48 abstentions. La représentation démocratique de 500 millions d'Européens dit clairement: suspendez cet accord tant que le Rwanda n'a pas cessé toute interférence en RDC. Le message ne pouvait pas être plus net. Et la Commission européenne a dit non. Un porte-parole de la Commission a qualifié une suspension d'autodestructrice. Les matières critiques, a-t-on répondu, sont essentielles pour la transition verte et numérique. La Belgique, ancienne puissance coloniale, a pourtant pressé plusieurs fois pour la suspension. Son ministre des Affaires étrangères l'a dit sans détour. Les déclarations n'ont pas suffi. Nous avons des leviers, il faut décider de les utiliser. La réponse de Bruxelles a été de ne pas les utiliser. Le mémorandum tient toujours, aujourd'hui, pendant que Goma est occupé. Regardons cela en face. Le Parlement élu a voté la suspension à 443 contre 4. La Commission non élue a maintenu l'accord. Entre la volonté démocratique de tout un continent et l'accès au coltan, la Commission a choisi le coltan. Et il faut ajouter le chiffre qui fait honte, celui qu'ont soulevé les critiques. L'Union européenne a imposé bien plus de sanctions à la Russie pour l'Ukraine qu'au Rwanda pour le Congo. Même agression d'un voisin, même violation de frontières. 2 poids, 2 mesures. Le sang ukrainien a déclenché un mur de sanctions en quelques jours. Le sang congolais, après 30 ans, n'a pas suffi à faire suspendre un seul contrat minier. Voilà ce que l'Europe dit à la nation congolaise, sans jamais le formuler ainsi. Vos morts sont réelles, nous les déplorons dans nos communiqués, mais vos minerais nous sont plus utiles que votre justice. C'est cela, achetez le sang. Ce n'est pas une image, c'est un mémorandum signé, chiffré à 900 millions d'euros, maintenu contre l'avis du Parlement pendant l'occupation. Et si l'Europe achète, si l'Amérique sanctionne à moitié, il restait une institution dont c'était le métier, la mission, la raison d'exister, protéger, mais voyons ce qu'elle a fait. Nous sommes une nation de rapports. C'est peut-être la phrase la plus dure de cette édition, et il faut l'assumer, parce qu'elle est vraie. Aucun conflit sur Terre n'est mieux documenté que le nôtre. Le groupe d'experts de l'ONU produit rapport sur rapport. La mission d'établissement des faits du Conseil des droits de l'homme enquête. La commission d'enquête est mandatée. Le rapport mapping existe depuis 2010.
Nous avons des cartes, des chiffres, des noms, des dates, des estimations de troupes aux milliers près. Le crime congolais est le mieux archivé de la planète. Et cette documentation n'a sauvé personne. Voyons le mécanisme, parce qu'il est précis. En février 2025, le Conseil des droits de l'homme établit une mission d'établissement des faits et autorise une commission d'enquête. Une résolution de suivi presse le Haut Commissariat aux droits de l'homme de doter cette commission en personnel et d'organiser une mission de terrain d'ici janvier 2026 au plus tard. Que s'est-il passé ? La mission a été significativement retardée. La raison ? Un manque de financement de l'ONU. Retenez bien cela. L'institution mondiale chargée d'enquêter sur les crimes contre les Congolais n'avait pas l'argent pour envoyer ses enquêteurs à temps. On mandate une commission et on ne la finance pas. On promet une enquête pour janvier et janvier passe sans enquête. Pendant ce temps, la MONUSCO se retire. La grande mission de stabilisation des Nations Unies en RDC, présente depuis 1999, a entamé un retrait par phase en 2024, poursuivi en 2026. Dès avril 2024, elle transférait ses bases aux autorités congolaises au Sud Kivu. Kinshasa elle-même avait demandé son départ, invoquant son échec à protéger les civils. Voilà où nous en sommes. La mission de maintien de la paix la plus longue et la plus coûteuse de l'histoire onusienne s'en va, et le pays qu'elle était censée protéger la juge inutile au point de réclamer son départ. Un échec si complet que même la victime ne veut plus de son protecteur. Alors, comptons les morts que tous ces rapports n'ont pas empêchés. Depuis 1996, entre 6, 10 ou même 12 millions de morts. La plupart, non par les balles, mais par la faim, la maladie, l'effondrement des systèmes de santé qui suit chaque déplacement de population. Le Comité international de secours l'a documenté depuis longtemps. La majorité des victimes sont des enfants de moins de 5 ans. 7 millions de déplacés internes aujourd'hui. 25 millions de Congolais en insécurité alimentaire aiguë, selon le Programme alimentaire mondial. Rien que sur les mois récents, au moins 7000 personnes tuées. Plus de 1500 civils depuis décembre. Et le 27 février 2026, la découverte de 2 fosses communes aux abords d'Uvira. 171 corps. 171 corps. Écrivez ce nombre quelque part, parce que dans le langage des Nations Unies, 171 corps deviennent une ligne dans un rapport, une donnée vérifiée, un cas documenté. La machine internationale transforme nos morts en statistiques, et la statistique en archive, et l'archive en silence. Documenter est devenu une manière de ne pas agir. Le rapport est l'alibi parfait. Il permet de dire qu'on a fait quelque chose alors qu'on n'a fait que constater. Voilà la 3e complicité, la plus perverse, parce qu'elle se déguise en sollicitude. L'ONU parle notre douleur mieux que personne. Elle la chiffre, la cartographie, la publie, et elle n'agit pas. Nous sommes le peuple le plus plaint et le moins protégé de la Terre. Reste une dernière question. Si personne n'agit vraiment, si l'agresseur occupe, si l'Europe achète, si l'ONU documente, alors à quoi servent tous ces sommets de paix qu'on nous vend en grande pompe ? Regardons ce qui se signe réellement dans ces salons. Suivons l'argent. C'est la seule boussole fiable dans cette guerre. Le 4 décembre 2025, à Washington, les présidents Tshisekedi et Kagame signent l'accord de paix, sous le regard satisfait de Donald Trump. Grand jour pour l'Afrique, déclare le président américain. Grand jour pour le monde. Mais lisez les clauses, pas les discours. L'accord contient un volet économique. Il engage les 2 pays à lancer un cadre d'intégration économique régionale. En clair, il ouvre l'extraction des minerais congolais aux intérêts privés américains et non à la souveraineté économique congolaise, quel que soit ce que rapporte notre gouvernement. Des observateurs et des organisations de défense des droits l'ont dit sans détour. La motivation de Washington, au-delà de l'obsession de Trump pour son image de faiseur de paix, c'est une clause garantissant l'accès des États-Unis aux terres rares de notre pays en particulier. Comprenons le montage. On signe un accord de paix et dans le même document, on inscrit qui aura le droit d'extraire les richesses de la zone qu'on prétend pacifier.
La paix congolaise n'est pas l'objectif. Elle est la condition d'accès aux minerais. On ne fait pas la paix pour sauver des vies. On fait la paix pour sécuriser une chaîne d'approvisionnement. Et la preuve que la vie n'était pas la priorité, c'est la perte militaire continuelle de nos territoires. Le même schéma se répète partout. Le processus de Doha, parrainé par le Qatar, négocie de son côté entre la RDC et le M23. Deux tables parallèles, Washington pour les États, Doha pour les rebelles, et sur les deux tables, la même logique, stabiliser assez pour extraire, jamais assez pour rendre justice. Le corridor de Lobito, ce projet ferroviaire soutenu par les États-Unis et l'Union européenne pour transporter les minerais vers l'Atlantique, illustre le prix humain de cette ruée. Selon les données rapportées, entre 700 et 1200 bâtiments menacés de démolition sur son tracé. Entre 3500 et 6500 résidents menacés d'expulsion. On déplace des Congolais pour faire passer le train qui emporte les richesses congolaises. La boucle est parfaite. Croyez-vous que ce même peuple sera dédommagé à la hauteur du résultat économique de l'Occident? Non, ils seront même oubliés par la suite, car le gouvernement de son côté ne fera rien. Et, pendant que ces accords se signent, le business rwandais prospère à ciel ouvert. Entre 2017 et 2024, les exportations minières du Rwanda ont augmenté de près de 500%, de 373 millions de dollars à 1,750 milliard. L'or en tête, 1,5 milliard de dollars pour la seule année 2024. Un pays qui produit peu, mais qui exporte comme un géant minier. L'arithmétique, encore une fois, est sans concession. Cette richesse ne sort pas du sous-sol rwandais, elle sort du nôtre. Alors, quand on nous parle de paix, entendons ce qui se dit réellement. Il ne s'agit pas d'arrêter de mourir. Il s'agit d'organiser qui profitera de nos ressources une fois que nous serons assez épuisés pour ne plus résister. C'est la ruée coloniale du 19e siècle, rejouée avec des drones, des mémorandums et des communiqués de presse. Le vocabulaire a changé. Le pillage, lui, est identique. Et ce que ces accords occidentaux masquent, c'est que le minerai congolais, une fois sorti de terre, ne s'arrête pas en Europe, ni aux États-Unis. Il file plus loin, vers le seul acteur capable de le transformer en produit fini. Vers celui qui ne signe aucun accord, ne vote aucune sanction et n'a jamais besoin de se justifier. Voici le résultat des voyages multidimensionnels du premier mandat de Félix Tshisekedi. Suivons le minerai jusqu'au bout de sa route, parce que jusqu'ici, nous avons parlé de ceux qui occupent et de ceux qui achètent en Occident. Mais la chaîne ne s'arrête pas là. Elle finit ailleurs. Elle finit en Chine. Voici le fait que peu de gens à Kinshasa formulent clairement. La Chine contrôle environ 70% de la capacité mondiale de raffinage du cobalt. Et pour le cobalt brut, elle dépend presque exclusivement de la République démocratique du Congo. Notre sous-sol détient à peu près 60% des réserves mondiales de coltan et 70% du cobalt de la planète. Ces minerais sont le cœur des batteries de voitures électriques, des semi-conducteurs, des systèmes d'armement avancés. Et c'est la Chine qui les transforme. Elle est le point terminal de la chaîne, celui où le minerai devient valeur, celui où il devient produit. Suivons maintenant le coltan volé de Rubaya. Il est taxé par le M23, acheminé vers le Rwanda, mélangé à la production rwandaise, puis exporté. Vers où? Une enquête de Global Witness, publiée cette année, répond sans détour. 5 des 7 plus gros exportateurs de coltan du Rwanda achètent du coltan de conflit venu des mines congolaises occupées. Et ce coltan est revendu à des fonderies situées en Chine. L'enquête nomme les entreprises, décrit les circuits, croise les données douanières. Un directeur d'ONG congolais, Jean-Claude Kapende, résume la place de la Chine dans cette chaîne par une formule qui devrait rester. La part d'ombre de la chaîne d'approvisionnement. Celui qui profite du minerai de conflit sans avoir jamais à rendre de compte. Comprenons pourquoi c'est une complicité d'un genre différent. L'Europe, elle, a signé un accord officiel avec l'agresseur. Elle est nommée, exposée, critiquée par son propre Parlement. La Chine, elle, ne signe rien. Elle n'a pas de mémorandum à défendre,
Pas de résolution à voter, pas de porte-parole à envoyer justifier un accord. Elle se tient au bout de la chaîne, là où l'origine du minerai est déjà effacée, déjà blanchie par le passage à travers le Rwanda. Elle achète du minerai devenu rwandais sur le papier. Et cette distance, cette opacité, est précisément ce qui la protège. On ne peut pas sanctionner un acheteur qui a toujours un intermédiaire entre lui et le crime. C'est la complicité parfaite, celle qui ne laisse pas de signature. Et il y a le double jeu qui achève de dévoiler la logique. En février 2025, la Chine a fait une chose rare. Elle a publiquement demandé au Rwanda de cesser son soutien au M23 et de retirer ses troupes du territoire congolais. Un pays réputé pour sa non-ingérence, sortant de sa réserve pour rappeler Kigali à l'ordre. Un geste qu'on pourrait croire noble. Sauf que dans le même temps, selon plusieurs rapports, la Chine arme le Rwanda. Véhicules blindés, armes anti-chars, drones transférés à l'armée rwandaise. Alors traduisons ce double geste. Pékin demande au Rwanda de partir et arme le Rwanda pour rester. La contradiction n'en est pas une, dès qu'on comprend le calcul. La Chine ne défend pas le Congo, elle défend ses investissements. Un Rwanda trop agressif menace la stabilité des mines dont Pékin dépend. Alors Pékin modère son fournisseur, sans jamais cesser de l'armer ni de l'acheter. Le Congo n'est nulle part dans cette équation. Il n'est que le sol d'où sort la marchandise. Voilà pour le bout de la chaîne. Mais il faut remonter à l'autre bout, celui des armes, parce qu'un autre acteur y prospère, et son cas dit quelque chose de plus troublant encore sur notre position dans ce marché. La Turquie. En juin 2025, Ankara livre des drones Bayraktar à l'armée congolaise. En avril 2026, Kinshasa signe un nouveau contrat d'armement avec la firme d'État turque MKE. La Turquie nous vend les moyens de nous défendre, et nous en avons besoin. Jusque-là, rien à redire. Mais regardons l'autre côté de la frontière. En novembre 2025, cette même Turquie signe avec le Rwanda un accord de fabrication de défense, production de drones et d'armes légères, avec une usine d'assemblage prévue à Kigali. Le même fournisseur arme les deux camps de la même guerre. Je ne dis pas qu'Ankara prolonge délibérément le conflit pour vendre. Je n'ai pas cette preuve. Ce que je constate, c'est la structure. Un acteur qui vend à Kinshasa et à Kigali n'a aucun intérêt à ce que la guerre s'arrête. La paix fermerait deux marchés d'un coup. Peu importe qui gagne, la Turquie a un client. Dans une guerre où le monde entier documente sans agir, il existe donc des acteurs pour qui la prolongation du conflit n'est pas un drame, mais un modèle d'affaires. Nous ne sommes pas seulement une nation abandonnée, nous sommes un débouché commercial. Et c'est ici que tout se referme sur nous, dans un retournement qu'il faut avoir le courage de nommer. Pourquoi la République démocratique du Congo doit-elle acheter des drones turcs pour défendre son propre territoire? Pourquoi devons-nous apporter, à prix fort, les armes qui protègent le sol d'où l'on extrait le coltan que la Chine affine? La réponse est une gifle. Parce que 30 ans de guerre nous ont laissés incapables de produire nos propres moyens de défense. Nous exportons la matière première brute, arrachée de force, et nous réimportons l'arme finie, payée au prix du marché. Le même minerai qui part vers l'Est pour enrichir nos ennemis nous revient sous forme d'armes qu'on nous vend pour nous défendre contre eux. La dépendance militaire est le miroir exact de la dépendance minière. On nous prend le brut, on nous revend le fini. C'est la même servitude vue des deux bouts de la chaîne. Et tant que cette double dépendance durera, la nation congolaise restera ce qu'elle est dans ce marché. Jamais un acteur, toujours une matière première par le haut et un débouché par le bas. Un gisement qu'on exploite, un client qu'on fournit, et au milieu, un peuple qui saigne pour que la chaîne continue de tourner. Voilà pourquoi nous sommes seuls contre tous. Pas seulement contre ceux qui nous attaquent, contre un système mondial entier qui a trouvé dans notre malheur un équilibre rentable. Et le plus dur à admettre arrive maintenant, parce qu'il ne concerne plus l'étranger. Il faut maintenant poser la question que personne dans ce pays n'ose poser en face. Et il faut la recevoir sans se protéger. Nous avons accusé l'ONU, l'Europe, l'Amérique, la Chine, le Rwanda.
Nous avons dressé la table entière du monde. Mais il manque un convive à cette table. Nous, nos propres dirigeants. Comment un pays qui détient 70% du cobalt de la planète peut-il être un pays de misère? Le Rwanda ne signe pas nos contrats miniers à notre place. Le Rwanda ne détourne pas nos budgets. Le Rwanda ne remplit pas les comptes personnels de nos responsables à l'étranger. Une occupation étrangère de cette ampleur, sur cette durée, ne tient jamais uniquement par la force de l'agresseur. Elle tient aussi par ce qu'elle trouve de l'autre côté de la frontière. Des complicités intérieures. Et cette complicité est la seule dont aucun rapport onusien ne parlera jamais. Je ne citerai aucun nom, parce que les Congolais qui nous écoutent connaissent ces noms mieux que moi. Mais je vais être précise sur les faits et sur les montants, parce que le flou est une manière de protéger les coupables, et parce que le détournement n'est pas une idée abstraite, c'est une soustraction. Chaque dollar volé au budget de l'État est un dollar qui ne paie pas un soldat, qui n'achète pas une munition, qui ne construit pas une route vers le front. Commençons par l'argent public, parce que c'est là que tout se joue. Un ancien Premier ministre a été condamné en mai 2025 à 10 ans pour le détournement de 245 millions de dollars dans un seul projet agro-industriel. Un ancien directeur de cabinet de la présidence avait été condamné en 2020 à 20 ans pour 50 millions de dollars détournés sur des fonds destinés à des projets sociaux, avant d'être libéré après 18 mois. L'enquête internationale, connue sous le nom de Congo Hold-up, fondée sur des millions de documents bancaires ayant fuité, a documenté environ 350 millions d'euros de détournements passés par une seule banque. Et plus récemment, 2 ministres en exercice, celui des Finances et celui du Développement rural, ont été interdits de quitter le territoire pendant qu'une enquête portait sur des surfacturations de forages, de stations d'eau et de lampadaires. Des affaires chiffrées, là encore, en millions de dollars. Et pour finir, nous ne nommons pas les détournements liés à la famille présidentielle et tous les types de détournements des membres du gouvernement qui nous échappent, cachés en dessous de projets qui n'aboutissent pas, mais dont la totalité des sommes ont été décaissées. Vous pouvez par vous-même faire le compte depuis Lev Kabila à Lev Tshisekedi. Ce ne sont pas des millions, mais des milliards. Additionnons, mentalement. Ces sommes, prises isolément, sont déjà des scandales. Mises bout à bout, elles dessinent un système. Une classe qui a appris à considérer l'État congolais non comme un bien commun à défendre, mais comme une ressource personnelle à ponctionner. Et voici le lien que personne ne fait assez fort. Un pays qui se fait détourner des centaines de millions de dollars est un pays qui n'a pas de quoi équiper son armée. Ce n'est pas une coïncidence si l'État qui perd la guerre à l'Est est le même État dont on vide les caisses à Kinshasa. L'argent qui manque aux soldats du Nord Kivu, il n'a pas disparu dans le vide. Il a fini dans des sociétés écrans, des projets fantômes, des comptes à l'étranger. La corruption n'est pas un problème moral à côté de la guerre. Elle est une cause directe de notre incapacité à la gagner. On ne défend pas un territoire avec un trésor public pillé. Et cette prédation ne s'arrête pas aux portes de la caserne. Elle y entre. Des généraux détournent les soldes destinés à leurs propres soldats. L'inspection générale des finances a dû bloquer des milliers de comptes de fonctionnaires fictifs, ces salaires versés à des gens qui n'existent pas et qui enrichissent ceux qui les ont inventés. Un soldat mal payé, mal nourri, dont la solde a été captée par sa hiérarchie, est un soldat qui se bat mal ou qui ne se bat plus. La corruption du sommet produit la débâcle de la base. C'est ainsi qu'on passe des chiffres de Kinshasa aux fosses d'Uvira. Ce qui nous amène à ce qui n'est plus une rumeur, mais un dossier judiciaire ouvert. En août 2025, après la chute de Goma et de Bukavu, l'armée congolaise ouvre une enquête sur sa propre débâcle face au M23. Le 22 novembre 2025, le porte-parole des forces armées, le général-major Sylvain Ekenge, confirme publiquement que plusieurs officiers généraux et supérieurs ont été arrêtés pour des actes qu'il qualifie de hautement répréhensibles, liés à la sûreté de l'État. Parmi eux, le lieutenant-général Pacifique Massunzu, ancien commandant de la 3e zone de défense,
démis le 20 novembre, arrêté à Kisangani. Les accusations, selon la presse spécialisée, incluent une suspicion de collusion avec le Rwanda et ses supplétifs. Comprenons ce que cela signifie. Des officiers supérieurs de notre propre armée, chargés de défendre l'Est, sont soupçonnés d'avoir travaillé pour l'ennemi qui prenait nos villes. La trahison n'est pas venue seulement d'en face. Une partie est venue de nos propres rangs, avec nos propres galons sur les épaules. Et voici le détail qui dit tout de la justice à deux vitesses dans ce pays. Ces généraux soupçonnés de collusion sont assignés à résidence dans des villas sécurisées. Ils ont accès aux soins médicaux, aux loisirs, ils regardent les matchs des Léopards à la télévision. Pas la prison de Makala, pas celle de Ndolo, des villas. Maintenant, souvenons-nous d'autre chose. En juillet 2024, un tribunal militaire du Nord Kivu condamnait 25 soldats à la peine de mort en un seul jour de procès pour avoir fui devant l'ennemi. 25 petits soldats fusillés sur le papier pour avoir reculé. Des généraux soupçonnés d'avoir vendu le pays, installés en villa devant le football. Voilà l'État congolais tel qu'il traite les siens. Implacable avec le fantassin qui a peur, prévenant avec le gradé qui trahit. Il y a ensuite la complicité du minerai lui-même. Dans une guerre où le coltan vaut de l'or, il y a toujours de chaque côté de la ligne de front des gens qui gagnent davantage à ce que la guerre continue qu'à ce qu'elle s'arrête. Le rapport onusière de septembre 2025 documente des exécutions et des pillages commis pendant les retraites de l'armée. Des cargaisons qui traversent des lignes de front sans que ceux qui devraient les arrêtent vraiment. Une économie de guerre parallèle s'est installée et cette économie prive l'État congolais des revenus dont il aurait besoin pour gouverner, pour construire, pour payer et équiper sa propre armée. Le mécanisme est circulaire et il est mortel. Le minerai détourné affaiblit l'État. L'État affaibli perd la guerre. La guerre perdue livre plus de minerais à détourner. Certains parmi les nôtres prospèrent à chaque tour de cette roue. Reste la complicité la plus ancienne, celle qui remonte plus haut que l'uniforme. Le 30 avril 2025, le ministre congolais de la Justice déclare publiquement à Kinshasa détenir des preuves qu'il qualifie de tangibles, impliquant l'ancien président Joseph Kabila dans une collusion avec le M23 et l'accuse de trahison, de crimes de guerre et de massacre de civils. Je rapporte cette accusation pour ce qu'elle est, une accusation portée par l'État contre un ancien chef d'État. La justice tranchera, mais qu'un pays en soit à soupçonner officiellement un de ses anciens présidents d'intelligence avec l'agresseur en dit long sur la profondeur du mal. La trahison chez nous n'est pas un accident isolé. Elle traverse les grades et les décennies. Alors, posons la question qui dérange le plus. Si nous sommes trahis de l'intérieur, comment oser encore parler d'une nation seule contre tous? On ne peut pas être à la fois la victime pure et le complice. Et la réponse est celle-ci, et elle est plus dure que la victimisation. Nous n'avons jamais été une victime pure. Une victime pure, c'est confortable. Ça déresponsabilise. Ça permet de tout mettre sur le dos du voisin. La vérité est plus lourde à porter. Nous sommes une nation agressée de l'extérieur et trahie par une partie de l'intérieur en même temps. Les deux ne s'annulent pas. Ils se nourrissent. L'agresseur exploite précisément les failles que nos propres corrompus lui laissent ouvertes. Un pays où l'État tiendrait ses frontières, contrôlerait ses minerais et jugerait ses voleurs, y compris ceux qui portent des étoiles, serait un pays infiniment plus difficile à occuper. Notre malheur, ce n'est pas seulement qu'on nous attaque, c'est qu'on nous attaque pendant qu'une partie des nôtres compte l'argent, au lieu de tenir la ligne. Et c'est cette même distraction, ce même renoncement, qui explique peut-être pourquoi la nation regarde ailleurs, au moment où elle devrait regarder l'Est. Car pendant que ces trahisons se jugent en villa, un autre théâtre mobilise toute notre attention. Ce théâtre, c'est Kinshasa, et il capte, en ce moment, tout ce que la nation devrait tourner vers l'Est. En ce moment même, la nation congolaise est plongée dans un débat constitutionnel.
on discute de l'architecture de notre pouvoir. On mobilise des juristes, des partis, des plateaux de télévision, des tribunes, des marches. L'énergie politique du pays, son attention médiatique, ses forces intellectuelles, tout cela est absorbé par la question de savoir comment réviser ou non notre loi fondamentale. C'est un débat légitime. Une nation a le droit, le devoir de discuter de ses institutions. Mais posons les faits côte à côte et laissons l'écart parler. Pendant que nous débattons de la Constitution à Kinshasa, 2 capitales provinciales, Goma et Bukavu, sont sous occupation étrangère. Pendant que nous débattons de la Constitution, 14 000 à 18 000 soldats étrangers, selon l'ONU, tiennent notre territoire. Pendant que nous débattons de la Constitution, 171 corps sont sortis de 2 fosses communes à Uvira. Pendant que nous débattons de la Constitution, notre coltan part vers le Rwanda à 4 $ le kilo. Il est raffiné en Chine et il nous revient sous forme de drones qu'on nous vend pour défendre le sol qu'on y vole. Pendant que nous débattons de la Constitution, notre plainte attend à La Haye et l'Europe maintient son mémorandum. Voyez le déséquilibre. La question de l'architecture du pouvoir intérieur mobilise la nation entière, pendant que la question de la survie du territoire, elle, reste sans réponse et sans mobilisation comparable. Nous nous passionnons pour savoir qui gouvernera Kinshasa, dans un pays dont l'Est ne nous appartient plus vraiment. On débat des règles de la maison pendant que le voisin en occupe 2 pièces et emporte les meubles. Je ne dis pas que le débat constitutionnel a été créé pour détourner l'attention. Je n'ai pas cette preuve et je ne l'inventerai pas. Ce que je constate, c'est le résultat. Quel qu'en soit le motif, l'effet est là. L'attention nationale, cette ressource rare et précieuse, se déverse dans une querelle intérieure, pendant que l'enjeu vital reste orphelin. Et cet effet arrange tout le monde. Il arrange l'agresseur, qui préfère un Congo occupé de ses divisions internes. Il arrange l'Europe, qui préfère un Congo qui ne crie pas trop fort sur le coltan. Il arrange le système international, qui préfère un Congo qui gère ses affaires qu'un Congo qui exige des comptes. Voilà la complicité la plus intime, celle qu'aucun rapport onusien ne documentera jamais, parce qu'elle est la nôtre. Nous sommes seuls contre tous, et dans ce combat inégal, nous nous permettons le luxe de regarder ailleurs. Le monde a détourné le regard de nos morts. Prenons garde de ne pas détourner le nôtre. Alors le verdict tombe, et il est double. La guerre du Congo n'est pas ignorée du monde. Elle est connue, chiffrée, documentée et tolérée parce que chacun a fait la même arithmétique. Notre minerai vaut plus que notre vie. Et nous ne sommes pas seulement victimes de ce calcul. Une partie des nôtres l'a fait aussi, avec le même mépris. Seul contre tous ne veut pas dire innocent devant tous. Nous sommes agressés du dehors et trahis d'une part du dedans. Et il faut porter cette vérité entière, sans en lâcher aucune moitié. Le droit avance. La plainte à La Haye prendra des années. Mais un dossier de cette ampleur, une fois ouvert, ne se referme plus. La question n'est pas de savoir si le monde changera. Elle est de savoir si nous tiendrons la ligne assez longtemps pour l'y forcer. 2 questions ce soir. Combien de temps accepterons-nous d'être le peuple le mieux documenté et le moins protégé de la Terre? Et que répondrons-nous à nos enfants quand ils demanderont ce que nous faisions pendant que l'Est saignait? C'était Solange pour Inside News. Nos morts ne sont pas des statistiques, ils sont notre serment.